En l'an 476 après Jésus-Christ, ce qui subsistait de l'Empire romain d'Occident n'était plus qu'une ombre pitoyable de sa splendeur passée. Les légions qui jadis avaient triomphé sur les routes reliant la Bretagne à l'Afrique, de l'Hispanie à la Dacie, peinaient désormais à protéger des frontières en plein effondrement. Rome, la cité éternelle, avait depuis longtemps perdu son rôle de centre du pouvoir impérial. L'empereur résidait à Ravenne, une cité marécageuse du nord de l'Italie, entourée de zones humides qui symbolisaient à la perfection la décrépitude de l'empire qu'il gouvernait uniquement de nom. Les territoires, autrefois conquis par Rome, abritaient désormais des royaumes barbares autonomes. Les Vandales contrôlaient l'Afrique du Nord et les îles de la Méditerranée occidentale. Les Wisigoths dominaient l'Hispanie et le sud de la Gaule. Les Burgondes avaient établi leur royaume dans la vallée du Rhône. Les Francs étendaient leur emprise sur le nord de la Gaule. La Gaule même, berceau de César et théâtre de ses plus grandes victoires, s'était fragmentée en territoires gouvernés par divers peuples germaniques. L'Empire romain d'Occident s'était réduit à peu près à la péninsule italienne et quelques régions voisines, un État fantôme, s'obstinant à utiliser les titres et les cérémonies d'un âge d'or qui ne reviendrait jamais. La situation militaire du 5e siècle après Jésus-Christ était encore plus désespérée. Les armées romaines traditionnelles, composées de citoyens romains disciplinés et fidèles, avaient disparu depuis des décennies. À leur place, l'Empire dépendait entièrement de mercenaires barbares, des guerriers germaniques combattant pour un salaire et des promesses de terre. Ces hommes n'avaient aucune loyauté sincère envers Rome ou ses idéaux. Ils suivaient leurs propres chefs tribaux et se battaient pour des avantages concrets. Quand les promesses n'étaient pas tenues, quand le paiement tardait ou quand de meilleures opportunités surgissaient, ces mercenaires n'hésitaient pas à changer de camp ou tout simplement à abandonner leur poste. Parmi ces mercenaires germaniques se trouvait Odoacre, un homme qui se distinguait autant par son habileté militaire que par son ambition calculée. Contrairement à beaucoup de ses pairs, satisfaits de pillages et de rapines temporaires, Odoacre possédait une vision plus vaste du pouvoir politique. Il comprenait que le vrai contrôle provenait non seulement de la force des armes, mais aussi de la capacité à établir une autorité légitime sur des territoires et des populations. Né probablement sur un territoire correspondant aujourd'hui à l'Autriche, Odoacre avait grandi dans une ère de conflits constants et de mutations politiques. L'aristocratie romaine, encore présente à Ravenne et dans d'autres cités italiennes, vivait dans un déni perpétuel de la réalité de sa situation en cette période du 5e siècle. Elle continuait à accomplir les rituels traditionnels du Sénat, à débattre de questions de protocole impérial et à agir comme si l'Empire possédait encore l'autorité de ses ancêtres. Cette élite déclinante était totalement déconnectée des réalités militaires et politiques qui scellaient le véritable destin de la péninsule. Elle dépendait entièrement de la protection de mercenaires barbares, mais refusait de reconnaître que cette dépendance avait fondamentalement inversé le rapport de force. Les empereurs de cette époque étaient des figures pitoyables, souvent des enfants ou des jeunes manipulés par des généraux ambitieux ou des parents puissants. Ils accédaient au trône par des complots palatins et des coups d'état militaires, régnaient pendant de brèves et instables périodes, et trouvaient fréquemment une fin violente. L'institution impériale elle-même était devenue une farce, un théâtre politique dénué de substance réelle. Le vrai pouvoir résidait entre les mains de ceux qui contrôlaient des armées de mercenaires, et ces hommes étaient, pour la plupart, des chefs barbares, avec leurs propres agendas politiques. La décadence politique avait atteint des niveaux extraordinaires en ces dernières années du 5e siècle, lorsque les empereurs étaient faits et défaits avec une fréquence alarmante. Les armées censées défendre l'Empire étaient composées presque exclusivement de soldats d'origine non romaine, des hommes qui se battaient pour des promesses de terre et de richesse, mais qui n'avaient aucun lien émotionnel ou culturel avec les territoires qu'ils défendaient. Odoacre naquit dans un monde où la distinction entre Romains et barbares était devenue de plus en plus sans importance pour ceux qui recherchaient un pouvoir véritable.
Fils d'un chef tribal germanique, il grandit dans une culture guerrière qui valorisait la compétence militaire, la loyauté personnelle et la capacité de commandement démontrée sur le champ de bataille. Contrairement à l'aristocratie romaine, qui héritait de titres et de postes par la naissance, les chefs germaniques devaient constamment prouver leur valeur par des actions concrètes. Cette différence fondamentale dans la culture politique modela profondément le caractère et les ambitions d'Odoacre. Durant sa jeunesse, Odoacre servit dans diverses armées de mercenaires opérant aux frontières de l'Empire. Il combattit aux côtés des Goths, des Huns, des Suèves et d'autres peuples germaniques, acquérant une compréhension approfondie des tactiques militaires, des dynamiques politiques tribales et des opportunités existant dans le monde fragmenté du Ve siècle. Cette expérience variée lui donna une perspective unique sur les faiblesses et les vulnérabilités du système politique romain, ainsi que sur les ambitions et les capacités des différents peuples barbares qui dominaient désormais de vastes portions de l'Ancien Empire. Ce qui distinguait Odoacre de nombreux autres chefs mercenaires était sa capacité à penser au-delà du pillage immédiat. Alors que beaucoup de ses contemporains se contentaient de campagnes de rapine procurant une richesse temporaire, Odoacre comprenait que le vrai pouvoir provenait du contrôle territorial permanent et de la capacité à établir des structures administratives durables. Il avait observé comment des chefs comme Théodoric le Grand et d'autres rois germaniques avaient réussi à fonder des royaumes stables dans les anciennes provinces romaines, et ces observations influencèrent profondément sa propre stratégie politique. Sa réputation de commandant militaire grandit rapidement parmi les troupes mercenaires au service de l'Empire romain d'Occident. Les soldats germaniques respectaient les chefs qui démontraient de la compétence au combat et qui se souciaient sincèrement du bien-être de leurs hommes. Odoacre possédait ces deux qualités en abondance. Il était connu pour sa bravoure personnelle au combat, sa capacité à prendre des décisions tactiques efficaces sous pression et, peut-être plus important encore, sa volonté de défendre les intérêts de ses soldats lorsqu'ils étaient négligés par les commandants romains. La situation des mercenaires germaniques dans l'armée romaine était profondément problématique en cette ère du Ve siècle. Ces hommes avaient quitté leur terre natale, souvent en emmenant leur famille, avec la promesse de recevoir des terres fertiles en Italie en échange de leur service militaire. Cette promesse d'installation permanente était cruciale pour des guerriers qui ne pouvaient pas retourner dans leur région d'origine, soit à cause de conflits tribaux, de pression démographique, soit simplement parce qu'ils avaient brûlé tous leurs vaisseaux en s'associant à Rome. Pour eux, le service militaire n'était pas seulement une source de revenus temporaires, mais un pari sur un avenir durable pour leurs familles et leurs descendants. Cependant, les autorités romaines échouèrent systématiquement à tenir ces promesses. Les généraux et administrateurs romains voyaient les mercenaires germaniques comme des outils militaires temporaires, non comme de futurs citoyens ou colons permanents. Ils utilisaient les services de ces guerriers quand c'était nécessaire, mais hésitaient à céder des terres précieuses de la péninsule italienne pour un peuplement barbare. Cette politique myope créait une source constante de tension et de ressentiment parmi les troupes mercenaires, qui se sentaient exploités et trahis par ceux qu'ils servaient. Odoacre comprit que cette tension représentait une opportunité politique extraordinaire. S'il pouvait canaliser le mécontentement des mercenaires germaniques en une action politique coordonnée, il pourrait non seulement satisfaire les demandes légitimes de ses partisans, mais aussi établir une base de pouvoir lui permettant de contrôler efficacement la péninsule italienne. Cette perception stratégique le distingua d'autres chefs mercenaires qui ne voyaient que la dimension militaire immédiate des conflits dans lesquels ils étaient engagés. Sa formation militaire avait été entièrement pratique. Odoacre avait appris les tactiques de combat non pas par des manuels théoriques, mais par l'expérience directe de dizaines de campagnes différentes. Il comprenait intimement les capacités et les limites tant des troupes germaniques que des formations militaires romaines restantes.
Cette expérience lui donna un avantage significatif sur les commandants qui avaient été formés exclusivement dans la tradition militaire romaine, devenue obsolète face aux réalités du combat du 5e siècle. Dans le palais de Ravenne, isolé du monde réel par des couches de protocoles byzantins et de flatteries courtisanes, régnait un adolescent dont le nom serait retenu par l'histoire pour des raisons qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Romulus Augustule n'avait que 14 ans lorsqu'il fut élevé au trône impérial en 475 après Jésus-Christ. Son nom portait les échos des fondateurs de Rome. Romulus, le légendaire premier roi, et Auguste, le premier empereur. Mais cette coïncidence nominale ne faisait qu'accentuer l'ironie de sa position de dernier empereur d'Occident. Romulus Augustule n'était pas parvenu au pouvoir par un quelconque mérite personnel, ou même par les mécanismes traditionnels de succession impériale. Il avait été placé sur le trône par son père, Oreste, un général romain d'origine germanique, qui avait servi comme secrétaire du redouté roi des Huns, Attila, avant de transférer sa loyauté à Rome. Oreste représentait parfaitement la complexité ethnique et politique de l'Empire tardif, un barbare romanisé qui avait atteint des postes de pouvoir par compétences militaires et astuces politiques, mais qui restait essentiellement un outsider dans l'élite romaine traditionnelle. L'accession même d'Oreste au pouvoir avait suivi le schéma familier de violence et de trahison caractérisant la politique impériale du 5e siècle. Il avait renversé l'empereur précédent, Julius Népos, lors d'un coup d'État militaire accepté avec résignation par l'aristocratie romaine et la population en général. Ces coups d'État étaient devenus si courants qu'ils suscitaient à peine de l'émoi. La population italienne s'était habituée aux changements fréquents de gouvernement, et la plupart des gens espéraient simplement que le nouveau régime soit légèrement moins incompétent ou corrompu que son prédécesseur. Oreste comprenait que sa propre légitimité était contestable. En tant que général barbare ayant usurpé le trône par la force, il ne possédait pas les connexions aristocratiques ou l'autorité traditionnelle nécessaire pour gouverner efficacement. Placer son fils adolescent sur le trône était une tentative de résoudre ce problème de légitimité. Romulus Augustule, né en Italie et éduqué à la cour impériale, possédait au moins l'apparence d'un empereur romain traditionnel. Oreste espérait gouverner par l'intermédiaire de son fils, gardant le pouvoir réel tout en permettant au jeune homme de fournir la façade d'une légitimité dynastique. Cet arrangement était transparent pour tous les observateurs politiques de l'époque. Romulus Augustule ne prenait clairement pas de décisions politiques importantes. Il participait à des cérémonies, recevait des ambassadeurs et signait des documents que lui présentait son père, mais toute personne connaissant la situation politique comprenait qu'Oreste était le véritable pouvoir derrière le trône. Cette situation rendait l'institution impériale, déjà discréditée, encore plus ridicule aux yeux des Romains comme des barbares. La cour impériale à Ravenne était devenue un théâtre d'absurdité en ces dernières années du 5e siècle. Les courtisans continuaient à accomplir les rituels élaborés de l'étiquette impériale, s'adressant au jeune empereur avec les titres grandioses utilisés par Auguste, Trajan et Marc Aurèle, même si tous savaient que l'empire que ces titres représentaient avait effectivement cessé d'exister. Les ambassadeurs étrangers participaient à cette farce par courtoisie diplomatique, mais dans leur correspondance avec leur propre gouvernement, ils décrivaient honnêtement la pitoyable réalité de la situation politique italienne. Oreste, malgré sa compétence militaire, commit des erreurs politiques fondamentales qui se révéleraient fatales. Sa plus grande erreur fut de sous-estimer le degré de mécontentement parmi les mercenaires germaniques formant l'épine dorsale de ses forces armées. En tant que personne intégrée avec succès dans la structure de pouvoir romaine, Oreste supposa que d'autres barbares seraient satisfaits de positions subordonnées dans le système existant. Il ne comprit pas qu'une nouvelle génération de chefs germaniques, représentée par des hommes comme Odoacre, n'était plus disposé à accepter une subordination permanente à une autorité romaine ayant clairement perdu sa capacité à tenir ses propres promesses.
Le jeune empereur passait ses journées dans des activités à la fois luxueuses et dépourvues de signification politique réelle. Il recevait une éducation classique de tuteur, lui enseignant la rhétorique, la philosophie et l'histoire romaine, mais cette éducation était totalement irrélevante face aux réalités politiques et militaires déterminant le destin de son empire. Romulus Augustule apprit les gloires de César et d'Auguste, mais ne fut pas préparé à gérer des mercenaires rebelles ou des chefs barbares ambitieux. Son éducation le préparait à gouverner un empire qui n'existait plus, non à survivre dans le monde brutal de la politique du 5e siècle. La crise qui mènerait à la fin de l'Empire romain d'Occident commença par une demande apparemment simple et raisonnable. Au début de l'année 476 après Jésus-Christ, les mercenaires germaniques constituant la majeure partie de l'armée romaine demandèrent officiellement qu'on leur accorde les terres qui leur avaient été promises en échange de leur service militaire. Ces hommes avaient fidèlement combattu pour Rome pendant des années, défendant les frontières contre les envahisseurs et maintenant l'ordre intérieur dans la péninsule italienne. Ils avaient tenu leur part du contrat et attendaient maintenant que l'Empire tienne la sienne. La demande de terre n'était pas motivée uniquement par la cupidité ou l'ambition. Pour ces guerriers germaniques, la question de la terre était fondamentale pour leur propre survie et leur identité culturelle. Beaucoup avaient amené leur famille lorsqu'ils étaient entrés au service de Rome. Et ils avaient besoin de terre non seulement pour leur subsistance économique, mais aussi pour maintenir leur structure sociale traditionnelle. Sans terre propre, ils resteraient indéfiniment des mercenaires sans racines, dépendant des caprices d'employeurs romains qui avaient déjà démontré à maintes reprises leur volonté de rompre leurs promesses quand cela leur convenait. Oreste rejeta catégoriquement ces demandes. Son refus était motivé à la fois par des considérations pratiques et par des préjugés culturels. D'un point de vue pratique, accorder de vastes étendues de terres italiennes à des colons germaniques signifiait déposséder les propriétaires romains existants, une mesure qui aurait aliéné l'aristocratie rurale dont Oreste dépendait encore pour un soutien politique. De plus, Oreste craignait que l'installation permanente de populations germaniques en Italie n'accélère la barbarisation de la péninsule, un processus qu'il cherchait, ironiquement, à retarder en tant que barbare romanisé. Plus profondément, le refus d'Oreste reflétait son incapacité à comprendre que l'équilibre des pouvoirs avait fondamentalement changé en cette période du 5e siècle. Il pensait encore en termes des anciennes relations entre Rome et les barbares, où Rome dictait les conditions et les barbares les acceptaient par nécessité. Cette perspective était totalement dépassée par rapport à la réalité politique de l'époque. Les mercenaires germaniques n'étaient plus des suppliants désespérés cherchant un emploi romain, ils étaient des guerriers compétents qui possédaient des alternatives viables au service impérial. Quand la nouvelle du refus d'Oreste se répandit parmi les troupes mercenaires, la réaction fut de colère et de détermination. Les soldats germaniques se sentirent trahis et humiliés par ceux qu'ils avaient servis loyalement. Ils commencèrent à s'organiser spontanément, discutant de leurs options et cherchant des chefs capables d'articuler leurs demandes et d'organiser une réponse efficace. C'est à ce moment critique qu'Odoacre émergea comme la figure centrale du mouvement. Odoacre possédait des qualités uniques qui en faisaient le chef idéal pour cette situation. Son expérience militaire lui donnait de la crédibilité auprès des soldats. Sa compréhension de la politique romaine lui permettait de formuler des stratégies efficaces. Et son ambition personnelle fournissait la motivation nécessaire pour transformer le mécontentement en action décisive. Plus important encore, Odoacre comprenait que cette crise représentait une opportunité historique, non seulement pour satisfaire les demandes immédiates des mercenaires, mais aussi pour réorganiser fondamentalement la structure politique de la péninsule italienne. L'organisation de la révolte démontra la compétence organisationnelle d'Odoacre et la profondeur du mécontentement parmi les troupes germaniques. En quelques semaines, Odoacre avait uni sous sa direction non seulement les mercenaires directement affectés par le refus d'Oreste, mais aussi d'autres unités germaniques stationnées dans différentes parties de l'Italie.
Ces hommes reconnurent en Odoacre un chef qui non seulement exprimait leurs griefs, mais qui possédait un plan concret pour les résoudre définitivement. La marche d'Odoacre vers Ravenne ne rencontra pas de résistance significative. Les rares troupes restées fidèles à Oreste étaient insuffisantes pour arrêter une armée déterminée de vétérans expérimentés. Plus révélateur encore, la population civile italienne accueillit les rebelles germaniques avec indifférence, voire soulagement. Pour beaucoup d'Italiens, la perspective d'un changement de gouvernement offrait l'espoir d'une plus grande stabilité et d'une compétence administrative accrue. Le mouvement d'Odoacre gagna rapidement en élan, à mesure que d'autres unités militaires rejoignaient la rébellion. Les soldats germaniques comprirent que c'était probablement leur seule chance d'obtenir les terres qui leur avaient été promises. Ils comprenaient aussi que si la révolte échouait, ils risquaient probablement l'exécution ou l'exil forcé. Cette situation de tout ou rien intensifia leur détermination et solidifia leur loyauté envers Odoacre. En août de l'année 476 après Jésus-Christ, les armées d'Odoacre convergèrent sur Ravenne comme une tempête longtemps annoncée. La capitale impériale, construite au milieu des marais de l'Adriatique comme refuge contre les invasions barbares, se révéla désormais imprenable face à des ennemis qui connaissaient intimement ses forteresses et ses faiblesses. Les mêmes troupes qui avaient juré de défendre la ville marchaient maintenant pour la conquérir, menées par un homme qui avait servi l'Empire avec distinction avant de devenir son bourreau. Oreste avait complètement sous-estimé la vitesse et la détermination d'Odoacre. Confiant dans sa capacité à négocier ou à intimider les mercenaires rebelles, le général romain n'avait pas pris les précautions adéquates pour défendre sa position. Quand les rapports sur l'avancée des forces d'Odoacre arrivèrent, il était trop tard pour organiser une défense efficace. Les rares unités restées fidèles à Oreste étaient inférieures en nombre et dispersées stratégiquement, incapables d'offrir une résistance significative contre une armée unie et motivée. L'affrontement final eut lieu dans les plaines autour de Ravenne, sur un champ de bataille symbolisant la fin d'une ère. D'un côté, les dernières forces de l'Empire romain d'Occident, commandées par un général qui avait consacré sa carrière au service de Rome. De l'autre, une armée de mercenaires germaniques décidés à prendre par eux-mêmes ce qui leur avait été promis, puis refusé. La bataille fut brève et décisive, plus un massacre qu'un combat équilibré. Oreste se battit avec le courage désespéré d'un homme comprenant qu'il défendait non seulement sa propre vie, mais tout un système politique ayant duré plus de 5 siècles. Ses soldats, bien que surpassés en nombre, se battirent avec la discipline et la technique, caractérisant encore les meilleures traditions militaires romaines. Mais courage et discipline ne suffisaient pas face à la supériorité numérique et à la motivation féroce des rebelles germaniques. La ligne romaine se fragmenta rapidement sous l'impact de l'attaque initiale d'Odoacre, et ce qui avait commencé comme une bataille organisée dégénéra vite en une poursuite sanglante. La capture d'Oreste marqua la fin de la résistance organisée à l'avancée d'Odoacre. Le général romain fut trouvé blessé parmi les corps de ses soldats les plus loyaux, tenant encore l'épée avec laquelle il avait défendu un empire n'existant déjà plus, sauf dans son propre esprit. Odoacre, démontrant à la fois pragmatisme politique et cruauté personnelle, ordonna l'exécution immédiate d'Oreste. Cette décision élimina toute possibilité de contre-révolution et envoya un message clair sur ses intentions d'établir un nouvel ordre politique en Italie. L'exécution d'Oreste fut réalisée sans cérémonie, une fin inglorieuse pour un homme ayant atteint le pouvoir suprême dans l'Empire. Il n'y eut pas de discours grandiose, ni de rituels élaborés, seulement la mort rapide d'un obstacle politique devenu insignifiant. Cette brutalité efficace caractériserait la méthode d'Odoacre pour traiter l'opposition politique. Il éliminait les menaces de manière décisive, mais sans sadisme inutile ni théâtre politique. Avec Oreste mort et ses forces détruites, rien n'empêchait plus Odoacre de marcher sur Ravenne et de confronter le jeune empereur laissé sans défense dans le palais impérial.
La ville se rendit sans résistance, ses portes ouvertes par une population comprenant la futilité de résister à un conquérant ayant déjà démontré à la fois sa compétence militaire et sa volonté d'employer la violence si nécessaire. Les nobles et fonctionnaires impériaux ayant servi Oreste s'enfuirent, se cachèrent ou tentèrent de négocier des conditions favorables avec le nouveau pouvoir. Quand Odoacre entra dans le palais impérial de Ravenne, il trouva un environnement résumant parfaitement la décadence de l'Empire qu'il s'apprêtait à détruire. Les salles décorées de mosaïques élaborées et de statues d'empereurs depuis longtemps morts contrastaient radicalement avec la réalité politique d'un État ayant perdu toute capacité réelle de gouverner. Au cœur de cette farce architecturale se trouvait Romulus Augustule, un adolescent terrifié qui se retrouva soudain face à l'homme qui déterminerait son destin et celui du dernier vestige de l'Empire romain d'Occident. La conquête de Ravenne fut menée avec une discipline militaire impressionnante. Les troupes d'Odoacre ne se livrèrent pas au pillage indiscriminé, caractérisant beaucoup de conquêtes barbares de l'époque. Cette retenue démontra à la fois le contrôle qu'Odoacre exerçait sur ses hommes et sa compréhension qu'il aurait besoin de gouverner cette ville et sa population dans un avenir proche. Une destruction inutile n'aurait fait que compliquer ses objectifs politiques à long terme. La rencontre entre Odoacre et Romulus Augustule dans le palais impérial de Ravenne représenta l'un des moments les plus symboliquement puissants de l'histoire mondiale. Voici le chef barbare ayant conquis le pouvoir par compétences militaires et astuces politiques, confronté au dernier représentant d'une dynastie impériale remontant à Jules César et Auguste. Le contraste entre les deux hommes était criant. Odoacre, un guerrier expérimenté d'une trentaine d'années, confiant dans son pouvoir et certain de ses objectifs, face à Romulus Augustule, un adolescent terrifié dont la seule qualification pour le poste était d'être le fils d'un général mort. Contrairement à beaucoup de conquérants précédents, Odoacre n'était pas intéressé à assumer les titres traditionnels du pouvoir impérial romain. Il comprenait que le concept même d'empire romain était devenu non seulement obsolète, mais contre-productif pour ses objectifs politiques. Assumer le titre d'empereur romain signifiait accepter les limites et les attentes associées à cette position, y compris la nécessité de maintenir des fictions politiques ne servant pas ses desseins. Odoacre avait des objectifs plus pratiques et réalisables que de gouverner un empire fantôme. La décision d'épargner la vie de Romulus Augustule fut calculée et politiquement astucieuse. Exécuter un enfant empereur aurait créé inutilement un martyr et aurait potentiellement aliéné les Romains, conservant encore une certaine loyauté sentimentale envers l'institution impériale. De plus, Romulus Augustule ne représentait clairement aucune menace politique réelle. C'était une figure pitoyable ayant été manipulée par d'autres et qui, une fois écartée du pouvoir, deviendrait complètement insignifiante pour la politique italienne. Odoacre démontra à la fois pragmatisme et clémence en choisissant la déposition plutôt que l'exécution. La cérémonie de déposition fut menée avec une simplicité délibérée, contrastant dramatiquement avec les rituels élaborés entourant traditionnellement l'ascension et la chute des empereurs romains. Il n'y eut pas de sénateur présent pour valider la transition, aucun prêteur pour superviser les formalités légales, aucune garde prétorienne pour apporter une dignité militaire au processus. Il n'y avait qu'Odoacre, quelques-uns de ses lieutenants les plus proches, et un adolescent terrifié auquel on annonça que son règne était terminé. Romulus Augustule fut contraint de signer sa propre abdication, un document dissolvant formellement sa prétention au trône impérial. Cet acte juridique, bien que réalisé sous la contrainte, fournit une façade de légitimité juridique au coup d'État d'Odoacre. Le jeune ex-empereur fut ensuite informé qu'il serait exilé dans une villa de Campanie, où il recevrait une pension adéquate pour maintenir un style de vie confortable, mais où il resterait sous surveillance constante pour s'assurer qu'il ne deviendrait pas un point de ralliement pour une future résistance politique. Le véritable coup de génie politique d'Odoacre vint de sa décision concernant les insignes impériaux d'Occident.
Au lieu d'assumer ces symboles de pouvoir pour lui-même, il les envoya à Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient. Cet acte transmit un message politique complexe et soigneusement calculé. En envoyant les insignes à l'empereur oriental, Odoacre reconnaissait formellement qu'il n'y aurait plus d'empereur romain séparé en Occident, mais il évitait aussi toute suggestion qu'il usurpait une autorité impériale légitime. La lettre accompagnant les insignes impériaux à Constantinople fut un chef-d'œuvre de diplomatie ambiguë. Odoacre informa l'empereur oriental, Zénon, que les Romains d'Occident n'avaient de plus besoin d'un empereur séparé et qu'il, Odoacre, était prêt à gouverner l'Italie comme représentant de l'autorité impériale unifiée. Cette formulation permit à Zénon de sauver la face en acceptant une situation sur laquelle il n'avait aucun contrôle réel, tout en donnant à Odoacre la liberté de gouverner l'Italie comme il le jugeait approprié. La réaction à Constantinople fut un soulagement à peine dissimulé. L'Empire d'Orient avait depuis longtemps abandonné tout espoir réel de contrôler les territoires occidentaux, mais l'existence d'un empereur rival en Occident avait créé des complications diplomatiques et des revendications financières incommodes. L'élimination de l'Empire d'Occident comme entité politique séparée simplifia considérablement la situation pour les dirigeants orientaux, leur permettant de concentrer leurs ressources sur la défense de leur propre territoire contre les menaces perses et d'autres pressions orientales. L'acte de déposition lui-même fut mené avec une brièveté reflétant l'irrélevance politique du jeune empereur. Romulus Augustule n'essaya pas de résister ou de faire des discours dramatiques sur la dignité impériale. Il accepta simplement sa déposition avec la résignation de quelqu'un n'ayant jamais vraiment compris le pouvoir qu'il était censé exercer. Cette passivité rendit la fin de l'Empire encore plus décevante, mais démontra aussi à quel point l'institution impériale était devenue vide de sens réel. Avec la déposition de Romulus Augustule et l'envoi des insignes impériaux à Constantinople, Odoacre fut confronté au défi d'établir une nouvelle structure politique pour la péninsule italienne. Sa solution fut à la fois innovante et pragmatique. Il prit le titre de Rex Italia, roi d'Italie, une position combinant des éléments de la tradition politique germanique avec les besoins administratifs romains. Ce titre représentait une rupture consciente avec la tradition impériale romaine, signalant qu'une nouvelle ère avait commencé dans l'histoire politique de la péninsule. Le choix du titre royal reflétait la compréhension d'Odoacre des réalités politiques du Ve siècle. Les royaumes germaniques étaient devenus la forme dominante d'organisation politique dans les anciennes provinces romaines occidentales. Et Odoacre reconnut qu'essayer de maintenir les fictions politiques de l'Empire tardif serait à la fois inutile et contre-productif. En tant que roi, il pouvait gouverner selon ses propres priorités politiques sans être contraint par les attentes et les limites associées au titre impérial romain. Le processus d'établissement d'une autorité royale effective sur l'Italie révéla à la fois les compétences et les limites d'Odoacre en tant que chef politique. Sa base initiale de pouvoir consistait principalement en mercenaires germaniques, l'ayant soutenu pendant la révolte contre Oreste, mais gouverner un territoire étendu et une population diverse exigeait des compétences administratives allant bien au-delà du commandement militaire. Odoacre démontra une adaptabilité remarquable en incorporant des fonctionnaires administratifs romains expérimentés dans son gouvernement, reconnaissant que la compétence technique était plus importante que la pureté ethnique pour une administration efficace. L'une de ses premières priorités fut de tenir les promesses faites aux mercenaires germaniques ayant rendu son ascension au pouvoir possible. Odoacre mit en œuvre un programme systématique de distribution de terres, accordant des propriétés confisquées aux partisans d'Oreste, aux soldats germaniques et à leurs familles. Ce programme non seulement satisfit les demandes légitimes de ses partisans, mais établit aussi une base de soutien politique durable parmi la nouvelle aristocratie militaire germanique qui en vint à dominer de vastes parties de l'Italie rurale.
L'intégration des colons germaniques dans la société italienne se déroula de manière relativement pacifique, contrairement aux attentes de nombreux observateurs contemporains. Odoacre établit des politiques encourageant la coexistence entre les populations germaniques et romaines, permettant à chaque groupe de maintenir ses traditions culturelles tout en participant à une structure politique unifiée. Cette approche pragmatique du gouvernement multiethnique démontra une sophistication politique surprenant alliés comme ennemis. Le système administratif établi par Odoacre combina efficacement des éléments germaniques et romains. Il conserva une grande partie de la structure bureaucratique romaine existante, reconnaissant son efficacité éprouvée dans la collecte des impôts, l'administration de la justice et le maintien de l'ordre public. Simultanément, il introduisit des éléments de la tradition politique germanique, particulièrement dans l'organisation militaire et la relation entre le roi et ses partisans les plus proches. Cette synthèse culturelle créa un système gouvernemental hybride, fonctionnant plus efficacement que l'administration impériale tardive qui l'avait remplacé. La population italienne ordinaire vécut le règne d'Odoacre comme une amélioration significative par rapport aux dernières années de l'Empire. L'élimination des disputes dynastiques constantes apporta une stabilité politique, tandis que la compétence administrative d'Odoacre garantit que les services gouvernementaux de base étaient maintenus, voire améliorés. Les impôts continuèrent à être perçus, mais de manière plus efficace et avec moins de corruption que durant les dernières années impériales. La justice fut administrée selon les précédents romains établis, mais avec plus de cohérence et moins d'ingérence politique. L'aristocratie romaine survivante réagit initialement avec suspicion et ressentiment à l'ascension d'Odoacre, mais graduellement, beaucoup de membres de cette classe firent la paix avec la nouvelle réalité politique. Ceux qui montrèrent leur volonté de coopérer avec le nouveau régime découvrirent qu'Odoacre était disposé à les intégrer dans son administration, reconnaissant la valeur de leur expérience et de leur connexion locale. Cette politique de réconciliation progressive aida à stabiliser le royaume et à réduire le potentiel d'une résistance aristocratique organisée. Les relations extérieures d'Odoacre furent caractérisées par le pragmatisme et la prudence. Il établit des relations diplomatiques cordiales avec d'autres royaumes germaniques, particulièrement les Wisigoths en Hispanie et les Vandales en Afrique du Nord. Ces relations étaient basées sur une reconnaissance mutuelle et un intérêt commun à maintenir la stabilité régionale, plutôt que sur des ambitions expansionnistes. Odoacre maintint aussi des relations respectueuses avec l'Empire romain d'Orient, remplissant soigneusement son rôle nominal de représentant de l'autorité impériale unifiée en Italie. Le règne d'Odoacre démontra qu'il était possible de créer des structures politiques efficaces, combinant traditions germaniques et romaines. Son gouvernement hybride fournit stabilité et compétences administratives, absentes des dernières années de l'Empire, tout en respectant les identités culturelles distinctes des différents groupes ethniques sous son autorité. Cette synthèse culturelle devint un modèle pour d'autres royaumes germaniques émergeant dans les anciennes provinces romaines au cours des siècles suivants. La transformation de la péninsule italienne sous Odoacre fut remarquable par sa relative tranquillité. Contrairement à beaucoup d'autres transitions politiques de l'époque, le remplacement du gouvernement impérial par le royaume germanique ne résulta pas en une dévastation généralisée ou un effondrement social. Les cités continuèrent à fonctionner, le commerce se poursuivit et les institutions culturelles romaines furent préservées. Cette continuité démontra à la fois la compétence administrative d'Odoacre et sa compréhension que détruire l'infrastructure existante serait contre-productif pour ses objectifs à long terme. La fin de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ ne fut pas marquée par des batailles épiques, des sièges dramatiques ou des catastrophes naturelles. Au contraire, elle arriva comme un murmure dans l'histoire, avec la simple déposition d'un adolescent que peu de Romains connaissaient et encore moins respectaient. Romulus Augustule disparut dans l'obscurité historique aussi silencieusement qu'il y était apparu, et avec son départ,
L'une des institutions politiques les plus durables de l'histoire humaine cessa tout simplement d'exister. Le caractère anticlimatique de la fin impériale reflétait parfaitement l'état de décadence dans lequel l'Empire était tombé au cours des dernières décennies de son existence. Il n'y avait plus de légions héroïques pour défendre Rome, plus de généraux brillants pour organiser une résistance désespérée, plus de populations s'identifiant profondément aux idéaux et traditions impériales. L'Empire romain d'Occident mourut parce qu'il était devenu irrélevant face aux réalités politiques, militaires et économiques du Ve siècle. Et son élimination fut davantage un acte de miséricorde historique qu'une tragédie épique. Odoacre comprit intuitivement qu'il présidait non seulement à un changement dynastique, mais à une transformation fondamentale de la nature de la civilisation occidentale. Le système politique ayant dominé la Méditerranée occidentale pendant plus de 5 siècles était en train d'être remplacé par quelque chose de complètement différent. Les royaumes germaniques, contrôlant désormais d'anciennes provinces romaines, représentaient non seulement un changement de leadership, mais une réorganisation complète des structures sociales, culturelles et économiques ayant défini le monde romain. La facilité avec laquelle l'Empire fut éliminé démontra à quel point il était devenu une coquille vide. Les institutions qui avaient un jour gouverné des territoires de la Bretagne à l'Égypte, construit des aqueducs et des routes durant des millénaires, créé un système juridique influençant encore la jurisprudence moderne, s'était détérioré au point d'être incapable de défendre ne serait-ce que la péninsule italienne contre une armée relativement petite de mercenaires mécontents. Cette détérioration ne s'était pas produite subitement, mais à travers des décennies de mauvaise gestion, de corruption, de divisions internes et d'incapacité à s'adapter aux changements historiques. L'héritage d'Odoacre s'étendit bien au-delà de son règne personnel en Italie, en démontrant que le pouvoir impérial romain pouvait être éliminé par une action militaire décisive et bien coordonnée. Il établit un précédent influençant la politique européenne pendant les siècles suivants. Les royaumes germaniques dominant l'Europe médiévale durent leur existence, en partie, à l'exemple établi par Odoacre, prouvant qu'il était possible de remplacer complètement les structures politiques romaines par des alternatives fonctionnelles basées sur des traditions non romaines. La population italienne s'adapta à la nouvelle réalité politique avec la résignation pragmatique caractérisant ses réactions aux changements politiques durant toute la période impériale tardive. Pour la plupart des habitants ordinaires de la péninsule, les questions de dynastie et de titre gouvernemental étaient moins importantes que les questions pratiques de sécurité personnelle, de taxation juste et d'administration compétente de la justice. Odoacre, en fournissant ses besoins fondamentaux plus efficacement que ses prédécesseurs impériaux, gagna rapidement un niveau d'acceptation populaire qu'aucun des derniers empereurs n'avait réussi à obtenir. Les conséquences internationales de l'élimination de l'Empire romain d'Occident furent également significatives. L'unification formelle de l'autorité impériale sous Constantinople simplifia dramatiquement la diplomatie méditerranéenne, éliminant les complications résultant de l'existence de 2 empereurs rivaux revendiquant juridiction sur des territoires chevauchants. Les royaumes germaniques, y compris celui d'Odoacre, purent établir des relations diplomatiques plus claires entre eux et avec l'Empire d'Orient. L'Église chrétienne, devenue profondément intégrée aux structures politiques de l'Empire tardif, s'adapta à la nouvelle réalité avec une flexibilité remarquable. Les évêques italiens établirent rapidement des relations de travail productives avec Odoacre, découvrant qu'il était disposé à maintenir les privilèges et prérogatives ecclésiastiques accordés par les empereurs précédents. Cette continuité dans la politique religieuse aida à adoucir la transition politique et à maintenir la stabilité sociale durant une période qui aurait pu facilement dégénérer en chaos. La figure même de Romulus Augustule devint un symbole puissant de la futilité de tenter de maintenir des institutions politiques ayant perdu leur pertinence historique. Son exil confortable en Campanie représenta le destin de tout un système politique, non détruit violemment,
mais simplement mis de côté comme quelque chose n'ayant plus d'utilité pratique. Il vécut ces dernières années comme un rappel vivant d'une ère révolue, irrélevant pour les développements politiques contemporains, mais conservé comme curiosité historique. Le règne d'Odoacre démontra que la compétence politique et administrative était plus importante que la légitimité dynastique traditionnelle pour maintenir une autorité gouvernementale effective. Ces 14 années en tant que roi d'Italie furent marquées par une stabilité interne, une prospérité relative et des relations extérieures réussies. Quand il fut finalement renversé par Théodoric et les Ostrogoths en 493 après Jésus-Christ, sa chute fut le résultat de pressions militaires externes, non d'un mécontentement interne ou d'une incompétence administrative. L'histoire d'Odoacre et la chute de l'Empire romain d'Occident illustre comment les changements historiques monumentaux surviennent souvent non par des événements dramatiques, mais par des transformations graduelles culminant en moments de clarification soudaine. L'Empire ne tomba pas en 476 après Jésus-Christ. Il avait effectivement cessé d'exister des décennies auparavant. Odoacre reconnut simplement cette réalité et agit en conséquence, éliminant une fiction politique ne servant plus aucun but utile. Son action marqua non seulement la fin d'un empire, mais le début d'une nouvelle ère dans l'histoire européenne où les royaumes germaniques remplaceraient les structures politiques romaines comme forme dominante d'organisation politique en Occident. Le murmure final de l'Empire résonna à travers les siècles comme un rappel que même les institutions les plus puissantes peuvent perdre leur pertinence et disparaître lorsqu'elles échouent à s'adapter aux changements de leur époque. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et laissez votre commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me in the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired